Bonjour Christophe. Bonjour Steve. Aujourd'hui, tu vas nous raconter une histoire pas banale, celle de la collection de romans Select Bibliothèque. Alors, c'était une collection de romans ou c'était une maison d'édition? Alors, c'était une maison d'édition de l'entre-deux-guerres qui a démarré en 1906 et le nom de la maison a donné son nom à la collection. Donc, c'est une maison d'édition du début du siècle, du début du XXe siècle. Oui, 1906, oui. Très portée sur l'érotisme, le fétichisme et le sadomasochisme, on peut résumer ça comme ça. Ah bah oui, Voilà. bien sûr, oui. Si tu es bien placé pour en parler, c'est parce que tu l'as fait renaître en 2022, Mhm. après une enquête qui a duré des années et même des décennies, je pense. Hein. Oui. Et c'est un petit Oui. peu pour ça que je viens de voir, parce que je trouve que l'enquête en question ne manque pas d'intérêt. Donc, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter? Me présenter, Christophe Beer, comédien, d'abord comédien, oui, ça c'est mon premier métier. Et puis comme j'ai pas tellement l'habitude de, non pas par impatience, mais peut-être par dilettantisme, je n'attends jamais la sonnerie du téléphone pour... et puis je vais rarement au casting. Je ne suis pas un acteur qu'on voit souvent. Alors j'ai développé très vite une activité dans l'écriture. Donc l'écriture journalistique surtout. Et mes centres d'intérêt étaient avant tout le cinéma. Donc historien du cinéma, journaliste, j'ai écrit dans Mad Movies par exemple. Donc on voit déjà une orientation vers le cinéma fantastique, d'horreur, d'épouvante, vers ce qu'on a appelé le cinéma bis, le cinéma un petit peu dans les marges. Et donc dans les marges, il y avait aussi l'érotisme et la pornographie. Donc ça, je me suis beaucoup intéressé aussi au cinéma pornographique français. Français surtout. Oui, français. Là, derrière moi, il y a cette espèce de ce monument là qui est sorti en 2011, qui est le dictionnaire des films pornographiques et érotiques français en 16 et 35 mm. Donc je ne parle pas de vidéo, là, qui est un domaine encore plus vaste, mais toute cette vague de films qui ont été tournés dans les années 70 jusqu'au début des années 90 sur pellicule. La littérature érotique fait aussi partie de cette démarche. En tant qu'amateur de cinéma, j'ai lu d'abord beaucoup, j'ai découvert tout ça par la lecture des livres, et donc j'allais directement vers les bouquins qui parlaient de choses un petit peu dans les marges, de choses étranges, bizarres. D'accord. Oui. Hein, donc bizarre, c'est un terme que j'aime bien, ça. Vous avez dit bizarre. John Wiley avait créé un magazine qui s'appelait Bizarre. Il avait trouvé que c'était le terme qui pouvait le mieux résumer ses préoccupations de dessinateur, d'artiste porté sur les liens, sur le masochisme, sur toute cette iconographie dont il a été un des promoteurs, un des plus brillants. Ah, ça, c'est indéniable. Il y a un bizarre là au-dessus de ma tête. Oui, oui, il y en a un. Oui, Oui. hein, D'accord. oui. Et donc, oui, voilà, pour me présenter, je dirais que je suis quelqu'un qui a beaucoup de curiosité pour ce qui est bizarre, que ce soit dans le domaine de l'érotisme ou dans d'autres domaines, le cinéma notamment, la littérature. Donc, comme je l'ai dit en introduction, ta découverte de la Select Bibliothèque va te lancer dans une enquête dont tu parles d'ailleurs très bien dans un livre que tu as écrit qui s'appelle L'obsession du Mato Grosso, que j'ai lu avec un certain plaisir, j'avoue. Il épouse cette dynamique de l'enquête c'est comme un roman policier. Enfin, c'est un peu l'esprit dans lequel il a été écrit. Il n'y a pas de police, mais oui, on sent bien les faits. Oui. Mais surtout, j'ai trouvé des passages truculents au fur et à mesure que tu découvres les différents volumes de la Select pendant ton enquête, quelque part. Tu cites un certain nombre de passages, et ces passages-là sont truculents. Je me souviens notamment de deux Norvégiens qui sont transformés en attelage. Oui. J'ai apprécié. Oui. Ça m'a fait sourire. Oui. Mais on voit bien
et je voulais dire ça avant que tu commences à raconter ton enquête, on voit bien l'espèce de souffle de liberté qu'il y a sur ces écrits de la Sélect, dans le sens où tout est permis, quoi. Oui, dans le fantasme, ils se sont tout permis. Oui. Enfin, l'auteur s'est tout permis, on va en reparler. Donc comme je l'ai dit, tu l'as écrit donc, dans ce livre, L'Obsession du Mato Grosso, que j'ai lu. Mais ce que je voudrais que tu nous racontes surtout aujourd'hui, c'est comment est-ce que cette histoire commence, et puis qu'est-ce que tu découvres? Alors l'histoire de la Select Bibliothèque, mon histoire, elle commence dans un supermarché en 1981, je crois 82, j'avais 14 ans, ou 15, bon... j'avais l'habitude d'accompagner mes parents qui faisaient leurs courses, mais moi j'allais tout de suite dans le rayon des livres. Et alors, dans ce supermarché, eh bien, il y avait des maîtres linéaires, mais c'est curieux, on n'imagine plus ça aujourd'hui, parce qu'il y avait même de l'érotisme. Dans les allées couvertes, je trouve en solde le masochisme au cinéma, qui me foudroie. Où là, je découvre ce que veut dire ce mot à travers les images, et pas des dessins. Là. On est avec des images de films, et parfois des images assez crues, des photos. Là, on n'est plus dans la fiction cinématographique. Il y a une iconographie dans ce livre qui met vraiment des photos sur des termes. Oui. Donc ça, c'est une révélation. Et alors, dans ces rayons de supermarché, il y avait un bac à solde avec plein de romans de poche, et puis je vois une couverture verte avec un titre intriguant, Attelage humain. Et sur la couverture, il y a deux personnages qui sont un peu habillés en chevaux. Et on voit qu'ils ont un mors dans la bouche. Il y a des brides. Je trouve ça complètement effarant. Je ne sais plus tellement... Ça te fait pas si peur que ça, mais c'est très étonnant. Non, ça m'intrigue, et là, le livre me brûle les doigts, en fait. Et je m'empresse de l'acheter. Je passe à la caisse, je l'achète, et puis je retourne au magasin, l'air de rien. Et puis mes parents ont fini leurs courses, et puis c'était un peu de la duplicité, comme si je faisais quelque chose d'interdit. Enfin, disons que j'avais compris à ce moment-là que ça faisait partie de mon jardin secret. Et après, quand on est rentré à la maison, je me suis empressé de lire ce livre. Et j'ai pas du tout été déçu. Là, c'était exactement comme sur la couverture du bouquin. Il y avait bel et bien dans Attelage humain des attelages humains, avec des personnages insensés, avec une richissime américaine extravagante qui explique benoîtement à son amie qui est ruinée avec ses deux filles qu'elle peut peut-être la sortir d'affaire à condition qu'elle accepte sa proposition, parce que, dit-elle, elle a quelques lubies et elle aime transformer les humains en cavales. C'est un des termes utilisés, en chevaux humains. Alors là, son ami lui dit « Ah bon, mais qu'est-ce que c'est extravagant !» Enfin, en fait, elle n'imagine pas à quel point la réalité peut s'avérer diabolique. Et elle dit elle pense peut-être que ça ne va pas durer longtemps, et puis bon, dit oui, bon, c'est une bonne idée pour me sauver de la ruine. Et du jour au lendemain, son destin est scellé avec celui de ses deux filles, qui deviennent toutes les trois des pouliches de l'écurie de Miss Stone. Elle s'appelait Stone, ce qui est assez marrant. Donc voilà, ce sont les pouliches de Miss Stone. Et dans l'écurie, non pas aux États-Unis, mais au Brésil. Au Brésil, parce que dans cette littérature, je m'en suis rendu compte plus tard en m'intéressant à toute cette littérature. Oui, il faut préciser que ce roman que j'ai acheté en 81 était la réédition
d'un roman publié dans les années 30. C'était écrit au dos du livre. Hein. C'était pas un texte de 1981. Pas la version originale. Oui, oui. Donc, pourquoi je précise qu'elle est au Brésil, c'est parce que ça a un impact sur le livre que tu as écrit ensuite. Le Mato Grosso. Voilà, l'obsession du Mato Grosso, c'est pas un hasard. Le bouquin se passait au Mato Grosso. Donc là, dans les grandes plaines arides du Mato Grosso, il y a aussi la place pour faire cavaler des attelages à grands coups de fouet comme ça. donc c'est un peu tout ça qu'on a et ça frappe l'imaginaire, certainement peut-être davantage l'imaginaire d'un garçon de 14 ou 15 ans, mais en fait c'est une littérature qui était achetée par les adultes dans les années 20-30. Quand j'ai lu cet attelage humain, c'est comme si ma tête s'était enflammée. T'as découvert un monde, quoi, quelque part. J'ai découvert un monde, voilà. Et alors je me suis dit, mais est-ce qu'il y a d'autres romans du même genre ? C'était déjà sur celui-là, on voyait déjà la Select Bibliothèque. Je voyais dans cette... Il y avait donc Select Bibliothèque, qu'est-ce que ça existait. Dans les années 30, quelqu'un a écrit ça et je me suis rendu compte, en faisant des recherches après dans les bibliothèques, qu'il y avait eu plein de livres dans ce genre et que la Select Bibliothèque était une des enseignes parmi d'autres, donc disons que c'est début du XXe siècle jusqu'à 1939, il y a eu peut-être 1 millier de romans de ce genre. Hein. Et les titres sont tous excitants. Dolores Amazon, La Maison des Souffrances, la Clinique des Cauchemars. Ça, c'est un titre fabuleux, complètement fou, La Clinique des Cauchemars. Donc, c'est toujours. Alors, évidemment, il ne faut pas le prendre au premier degré. Non, mais c'est angoissant comme des romans fantastiques hein, ou d'épouvante. En fait, je trouve que dans les romans qui me plaisent le plus, hein, y a un terme que les Japonais ont forgé qui me semble bien correspondre à tout ça. Ils appellent ça de l'érogros, de l'érotisme grotesque. C'est-à-dire qu'on va très très loin, notamment dans la transformation physique. Il y a des histoires où, oui, dans l'attelage humain, il y a des membres qui sont coupés parce que Miss Stone explique que les bras, ça finit par gêner. C'est un peu inutile quand on est un cheval humain, on n'a pas besoin de bras. Surtout si après on sert de monture. Miss Stone, elle monte comme ça à dos d'homme ou de femme, et puis ces cavales n'ont plus de bras, c'est beaucoup plus harmonieux comme silhouette. À dire comme ça vaut le coup de préciser que ce type de roman ne se concentre pas sur comment on va faire, c'est pas de la boucherie. On est sur l'exhibition du résultat, quoi. C'est ça. Elle montre ce résultat à des futurs esclaves, en fait, des personnes qu'elle va ensuite parquer dans ses écuries. Elle leur montre ce qu'elle est capable de faire avec certaines cavales, des montures. Donc ça, je crois que là, c'est ça le côté sadien, c'est que tout d'un coup, c'est le discours qui prend le relais. Et donc c'est le discours de Miss Stone, sa façon froide, méthodique et cruelle qu'elle a d'expliquer comment elle en est arrivée à ce résultat et pourquoi. Parce que c'est beaucoup plus harmonieux et puis puisque c'est son plaisir, c'est normal. C'est en fait, grosso modo, c'est ça son discours. Donc ça, tout ça frappe l'imaginaire et puis quand on est comme ça obsédé comme je le suis devenu à cause de ce petit roman de poche, eh bien, j'ai eu envie de découvrir tous les romans de la Select Bibliothèque. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce qu'il y a d'autres histoires d'attelage ? Alors, j'ai mis combien d'années ? Une trentaine d'années pour découvrir la suite de Attelage humain, qui s'appelle évidemment Écurie humaine. Alors, c'est-à-dire que tu ne découvres le 2e tome de la Select qu'au bout d'une trentaine d'années ? Non, je l'ai lu avant. Parce que quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert un sex shop qui s'appelait La Pomme d'Or, rue Saint-Denis, qui faisait le commerce des photocopies de ces romans. En arrivant à Paris, en découvrant La Pomme d'Or,
je vois qu'il y a tout un commerce de textes anciens en photocopie. Donc ces romans continuaient d'infuser et de faire fantasmer tout un lectorat qui n'était plus le lectorat de l'entre-deux-guerres. Et donc, à la Pomme d'Or, tous ces livres en photocopie existaient. Et moi, bon, alors c'était très cher. Moi, je ressortais souvent les mains vides, mais on restait parfois 30 ou 40 minutes, on lisait quelques pages comme ça. Je ne devais pas être le seul à faire ça. Bon. Et puis de temps en temps, j'avais une somme et puis il fallait absolument que j'achète. Tout d'un coup, je voyais une Select Bibliothèque en photocopie. C'est comme ça que j'ai commencé à trouver les Select Bibliothèques. Grâce à ça. Donc, il y avait une photocopie d'Écurie humaine. Hop, je l'ai acheté pour lire le livre. Il fallait absolument que je le lise. C'était moins bien qu'Attelage humain. Et alors, ça, c'est quand tu les découvres, mais surtout, ça t'a amené à une véritable enquête. Alors, oui. En quoi elle consiste, cette enquête, finalement? Qu'est-ce que tu découvres? Mais je me suis dit, comment on peut comme ça publier 98 romans de 1906 à 1939? Parce que déjà, tu finis par apprendre qu'il y en a 98. Voilà, parce que à la fin de chaque livre, il y avait toujours le récapitulatif des titres précédents. Bon. Et puis, je voulais savoir qui était derrière tout ça. Et alors, dans la littérature érotique, c'est souvent compliqué parce qu'il y a des pseudonymes, c'est une vieille tradition. Et donc là, on remarquait que Roland Brévannes, c'était l'anagramme de Bernard Vallone, qui était le traducteur prétendu de Attelage humain, qu'il y avait aussi Dombrenus Alera, qui en avait écrit plein des Select Bibliothèques. Et tout ça, c'était des pseudonymes anagrammatiques. Donc, on se dit forcément, il y a un seul homme derrière tout ça. Qui est-il? Et là, c'est une enquête... alors, il y a des érudits dans le domaine de la littérature érotique, et on a longtemps pensé que Roland Brévannes était le véritable nom de cet éditeur-auteur. Et puis, il y a quelques années, un érudit a découvert que non, c'était encore un pseudonyme Roland Brévannes. Quand tu parles d'érudits, c'est les gens que tu as rencontrés au fur et à mesure que tu as fait cette enquête. Oui, là il y avait un Patrick Ramseyer, un spécialiste des pseudonymes, a découvert que c'était Paul Guérard. Avec Paul Guérard, le véritable nom, vous avez tout de suite l'état civil. Vous avez un lieu de naissance, un lieu de décès, etc. Et vous commencez par tirer des fils. Alors c'est laborieux, mais là l'enquête peut vraiment aboutir à quelque chose. Je suis allé aux archives militaires et j'ai consulté le dossier militaire de Paul Guérard. Ça m'a permis de voir... alors c'est des petits détails infimes, mais qui peuvent comme ça... Alors c'est pas forcément la vérité, mais ça peut encore améliorer l'imaginaire qu'on peut se faire autour de cette enseigne mystérieuse de la Select Bibliothèque. Dans le dossier militaire, il était assez mal noté, c'était pas certainement un des instructeurs du jeu que ce serait pas un bon militaire, et l'un des deux écrivait un esprit rêveur. C'est un esprit rêveur, il écrit des poèmes, etc. Donc c'est déjà l'indice de quelqu'un qui va se tourner vers la littérature. Et puis, on découvre qu'il est marié. Alors la femme de M. Guérard, Madame Guérard, reste un mystère entier. Qui est cette femme? Et donc, l'enquête n'est pas finie, elle reste grande ouverte. Il faudrait je me suis demandé comment il éditait ses livres. Donc là, ce ne sont que des suppositions. Mais en 1939, les titres des années 1900 étaient encore disponibles. Est-ce qu'il en avait tiré à ce point en quantité? Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il avait sa propre presse chez lui. Ouais, c'est l'impression que tu as, ouais. Oui. Et qu'il fabriquait ses livres avec sa femme. Mais bon, c'est peut-être une vision complètement romanesque de ma part. Hein. Mais l'important en fait, n'est pas là. Alors, l'enquête m'a mené jusqu'à Avallon, qui est son lieu de naissance.
et là où il est enterré. Et donc, c'était en 2022, non, 2021. Donc, je vais à Avallon, j'appelle la mairie pour avoir la certitude que sa tombe était encore là. Parce que j'avais vu sur Internet qu'elle était en état d'abandon. Donc, une tombe en état d'abandon, au bout d'un certain temps, on la rase pour mettre quelqu'un d'autre, si je puis dire. Ouais. Enfin, pour mettre des restes. Une autre tombe. Un corps. Et donc, on me dit, oui, elle est là. Et alors, j'y vais. Et puis, elle avait été rasée, la tombe. La tombe n'existait plus, il n'y avait plus rien. Elle avait été rasée 2 jours après le déconfinement, le premier déconfinement. Et donc, ça, c'est un choc ou peut-être un électrochoc. C'est-à-dire que rien, ça n'est pas rien, si je puis dire. C'est que tout d'un coup, c'est comme je l'ai ressenti de cette manière, c'est comme si Paul Guérard, depuis je ne sais où, depuis l'au-delà, c'est comme si Paul Guérard me disait, bon ben voilà, t'es bien avancé maintenant, qu'est-ce que tu croyais trouver en allant à Avallon? Qu'est-ce que tu pensais trouver à part ça, à part rien? Il y a rien. Je suis mort en 1968. Il avait 94 ou 95 ans. Eh ben, il n'y a plus rien. Donc maintenant, t'as qu'à continuer. T'as qu'à continuer à faire des livres. Mets-toi à écrire d'autres sélects. C'est un peu ça que j'ai ressenti en étant sur place, là-bas, devant ce vide. Donc tu reviens avec cette idée de finalement reprendre, continuer l'œuvre Oui. de Paul Guérard. Je pense que j'avais cette envie bien avant d'être dans le cimetière, mais en étant là-bas, c'est comme si... Vous savez, cette phrase extraordinaire, c'est un intertitre dans le Nosferatu de Murnau, où le personnage de Jonathan Harker va vers le vampire, il traverse un pont, et à ce moment-là, l'intertitre dit « Et les fantômes vinrent à moi ». Et donc, à Avallon, les fantômes vinrent à moi aussi. C'est un peu ça l'histoire d'Avallon, l'histoire du cimetière. Miss Stone s'est réincarnée soudain devant mes yeux. Elle était là. C'est un conte fantastique. Et donc, je me laissais ensorceler par toute cette atmosphère. Et l'aventure, c'est d'écrire des romans de ce genre. Pas que d'écrire, c'est-à-dire que tu refais renaître quelque part cette maison d'édition, la Select Bibliothèque, et d'ailleurs, comment tu le fais? Parce que aujourd'hui, il y a un site internet, la Select Bibliothèque, où tu vends déjà les tomes 1 à 98, en plus de ceux que tu vas écrire. Non, j'ai fait quelques facsimilés de certains textes, parce que ces textes-là sont très très durs à trouver. Je n'ai pas encore les 98, il doit m'en manquer 3 ou 4, alors que ça fait donc combien d'années, 40 ans que je les cherche. C'est dur à trouver. D'accord, très, mais très tu les dur. as quasiment tous, je veux dire. Et aujourd'hui, sur le... Et surtout, ce que j'ai trouvé donc intéressant, donc le dernier qui s'appelle Les Dresseuses, magnifique titre, on ne peut pas faire plus simple. Les Dresseuses, c'est le numéro 98. Ouais. Donc en 2022, j'ai sorti le 99 et le 100. Que tu as écrit toi-même. Sous le nom de Dom Brennus Alera, fils, parce que donc je revendique cette filiation. Je dois tout à la Select, en fait. Et j'ai écrit le numéro 101, Fleur de Mal, l'année d'après. Et il faut absolument que j'en écrive un autre bientôt. Attends, tu as écrit le 99 ? Le 100 et le 101. D'accord. Le 99 s'appelle ? Femélisé. D'accord. Femélisé, qui est la suite, alors il faut le dire, c'est la suite de Attelage humain et Écurie humaine. Miss Stone est dans le 99, évidemment. Il fallait forcément que tu la fasses revivre. Évidemment, il y a tous les personnages qui reviennent. Il y a un personnage aussi extraordinaire, c'est une trafiquante d'esclaves qu'avait inventé Paul Guérard, qui s'appelait la chanoinesse. La chanoinesse, elle n'a rien à voir avec Écurie humaine, hein, mais j'ai voulu convoquer plusieurs personnages qui existaient dans ces 98 romans. Donc il y en a qui viennent d'un peu partout, parfois c'est juste des rôles secondaires. Ça crée quelque chose que j'aime beaucoup, qui est une sorte
d'intertextualité. C'est une mise en abîme même de la Select Bibliothèque. Mais en fait, j'ai rien inventé, parce que Paul Guérard faisait ça lui-même. Il y avait toujours des rappels, ce qui était une stratégie commerciale assez maligne, parce que le lecteur ouvrait un de ses bouquins, tout d'un coup, il parle de la chanoinesse, elle apparaît au détour d'une ligne, il y a une note en bas de page, voir Select Bibliothèque numéro tant, la chanoinesse marchande d'esclaves. Donc, je me suis autorisé cette mise en abîme dans mes propres romans, parce qu'elle était déjà là dans la Select Bibliothèque. Mes romans ne sont pas des parodies. Oui, il n'y a pas de dimension comique, il n'y a pas de second degré. J'ai voulu vraiment continuer la Select Bibliothèque le plus sérieusement du monde. Oui, c'est une continuation. C'est une continuation. Ce sont les mêmes formats. Les romans sont illustrés comme ils l'étaient à l'époque. Donc j'ai trouvé une illustratrice. Alors, les romans, à l'époque, c'était SB, Selby, S-B-E-S-B-E-Y, mais c'est SB, Select Bibliothèque, Selby, et donc mon illustratrice s'appelle Cybèle. Bon, c'est toujours les mêmes jeux comme ça. J'écris pour la circonstance. Ouais. J'écris les romans sous pseudonyme comme le faisait Paul Guérard, et cette intertextualité, elle est héritée de la Select Bibliothèque elle-même. D'accord. Et puis les thèmes, la Select Bibliothèque, il y avait des catalogues en fin de volume, elle disait qu'elle ne publiait que des choses étranges. Tout ce qu'il y a de plus étrange, c'est pour la Select Bibliothèque. Donc je reste sur cette ligne-là, qui est celle, en tant que lecteur, qui m'a toujours le plus intéressé. Parce que dans cette littérature de flagellation, comme on l'appelle un peu, disons, de façon générique, il y a parfois des choses qui, moi, m'ennuient terriblement, parce que c'est vrai que c'est une littérature qui peut être extrêmement répétitive. Mais le lectorat réclame ça. Mais si c'est des histoires de fessées, des histoires d'internat, des pensionnats, ou alors les bonnes que Madame la Comtesse va fesser parce qu'elle a renversé la petite cuillère, ou pour des motifs plus graves, évidemment, mais bon, moi, ça ne me passionne pas. Il me faut des animalisations, il me faut des choses beaucoup plus perverses. Beaucoup plus bizarres, beaucoup plus... Oui. Voilà. Par exemple, un autre roman de la Select que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Gants de l'Idole. Alors là, c'est une histoire de vengeance entre femmes, terrifiante, où une femme... pour se venger d'une rivale, alors elle était évidemment, c'est une fétichiste des gants, elle se fait faire des gants en peau humaine avec les bras de sa rivale. Il faut le faire quand même, c'est une idée stupéfiante. Donc là, on est dans un imaginaire complètement fou. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé aussi un des romans que j'ai le plus adoré, parce qu'il débouche sur la folie. La folie du personnage principal vacille à la fin. C'est dire que peut-être, comme si Paul Guérard, tout d'un coup, avait eu une petite retenue en se disant « je vais trop loin dans mon récit, donc le personnage va perdre la tête ». Et là, alors ça s'appelle « Les Maîtres redoutables ». Le titre n'est pas terrible en fait. Bon, c'est un titre un peu convenu pour une histoire complètement folle, où encore une histoire de rivale, où une rivale met le grappin sur un homme. Elle découvre que cet homme a un fantasme de cannibalisme. Et donc elle décide de transformer la femme de cet homme, dont elle a pris la place. C'était la servante qui prend la place de la maîtresse. Déjà, il y a ce renversement de rapport, et elle décide de l'engraisser comme une poule, pour la transformer en poularde, une grosse poule comme ça, qu'elle va mettre à l'épinette, et puis qu'elle va bientôt préparer, et donc elle explique à l'homme, qui est de plus en plus effaré en voyant la transformation physique de son ex-femme, et elle lui dit « tu vois, on va bientôt la mettre en broche, et puis on va la rôtir, et puis elle va être délicieuse ». Puis l'homme est de plus en plus
presque terrifié par la mise en scène du fantasme, par sa réalisation future. Il dit mais enfin, comment peux-tu parler de tout ça devant elle? La femme lui répond mais c'est une poule, quelle importance, on parle bien devant les poules de la manière dont on va les manger, là c'est la même chose. Bon, c'est toujours cette idée que le sadisme va l'emporter comme ça. Encore une fois, le fantasme n'a pas de limite dans non, ces aucune limite. Là, il y a une forme de liberté, et notamment de liberté d'expression. Alors je voulais te faire... Oui. Je voulais te faire parler notamment de cette fameuse Select bibliothèque, parce que tu as découvert des choses que je trouve importantes à dire, c'est que dans les années où cette maison d'édition existe, 1906 à 1936, 39, on est loin d'une maison d'édition où les livres se vendent sous le manteau. Ah oui, bien sûr. Il y a une liberté, notamment d'édition, à ce moment-là. C'est une maison d'édition qui a pignon sur rue quelque part. Oui. D'ailleurs, tu m'as expliqué qu'il y a un équivalent de courrier des lecteurs. Ah oui, bien sûr, oui. On trouve ces livres. Bon, par correspondance, on peut les acheter, bien sûr. Il y avait des placards publicitaires dans des revues libertines. Ça existait beaucoup, ce genre de revues dans les années 30, ou des revues humoristiques libertines, Le Sourire, des choses comme ça. Et il y avait une galerie, la galerie de Valois à Paris, qui était une sorte de dépôt de romans de ce genre. Et puis, déjà, il y avait des boutiques. Beaucoup se trouvaient du côté de la rue Saint-Denis. Il y avait plein d'échoppes comme ça qui étaient tenues qui dépendaient du même groupe, un libraire qui vendait énormément de choses comme ça et qui publiait aussi des revues érotiques. Et donc, c'était un peu les ancêtres des sex shops. Les sex shops ont démarré à la fin des années 60, mais il y avait déjà l'équivalent dans les années 30. Paul Guérard avait eu cette idée aussi. Alors, il était le seul à avoir eu cette idée de créer un lien avec un lectorat. Guérard avait, à la fin de ses volumes, ce qu'il appelait une boîte aux lettres. Donc, ses lecteurs lui écrivaient pour lui parler souvent de fantasmes en disant « Ah, mais vous n'avez pas encore parlé de tel et tel fantasme, j'aimerais bien qu'il y ait ça dans un prochain Select. » Et donc, Paul Guérard répondait à certains lecteurs que leur fantasme était tellement pointu que ça ne pouvait pas justifier d'imprimer un bouquin, mais s'ils étaient d'accord, un de ces auteurs pouvait écrire un manuscrit spécial. Alors le terme de spécial laisse l'imagination ouverte. Et donc, moi, évidemment, je rêve de trouver un jour un manuscrit spécial. J'imagine bien. Parce que là, c'est en plus, est-ce que ça a été tapé à la machine? Oui, certainement. Ça doit pas être manuscrit, mais c'est ça ce que je trouve dingue avec la Select Bibliothèque, c'est que cet éditeur se permettait comme ça ce genre de fantaisie. Donc, évidemment, les illustrateurs pouvaient aussi faire des dessins spéciaux. Alors, on en a vu comme ça surgir. C'est assez surprenant. Donc, il essayait comme tout éditeur, et sans faire de jeu de mots là dans le domaine du SM, il rendait son lectorat captif. Il avait un lectorat captif et il essayait alors c'était ça la grande nouveauté, d'être en contact permanent avec son lectorat, de répondre à des attentes, de dire parfois oui, nous allons poursuivre notre série. Il y avait par exemple une série fleuve, il a fait 5 volumes sur un garçon travesti. Contre son gré, bien sûr, travesti par des dames. Sinon, c'est pas drôle. Mais oui, donc les dames autoritaires. Donc d'abord ça a été Fred, Freddy, Lina Frido, Fridoline, Frédéric. Et à chaque fois, il se passait des choses insensées. Et donc, je ne sais pas, il faudrait que j'écrive le 6e volume.
Parce qu'il y a peut-être encore un lecteur des années 30 toujours vivant qui attend. Il y a peut-être un lecteur de 105 ans qui attend la suite de Fridolin. Il y a peut-être quelqu'un qui attend la suite, mais surtout, il y a des fantasmes qui se renouvellent de génération en génération. Bien sûr. Tu le disais, on n'a rien inventé, c'était déjà écrit sous Sade, et très probablement que déjà avant, des gens avaient ce genre de fantasme. Alors, ce dont j'aimerais que tu nous parles maintenant, c'est de cette renaissance de la Selig Bibliothèque, et donc tu as créé un site internet, et alors tu vends un certain nombre de choses. Alors, et on a bien compris les volumes 99, 100 et 101. Oui. Mais tu vends aussi d'autres choses sur ce site. Il y a quelques volumes anciens que nous avons récupérés. Il y a aussi quelques textes originaux de la Select en facsimilé. D'accord. Quand tu dis quelques volumes anciens, c'est-à-dire que tu as récupéré certains des volumes en plusieurs exemplaires, des originaux? Non, malheureusement, mais c'est toujours des... Là c'est des exemplaires uniques, pas forcément des Select Bibliothèques, hein, mais des ouvrages un peu du même genre, que j'ai en double, hein, parce que sinon je les garderais. Mais donc s'il y a des amateurs, je te vois mal te débarrasser de ta collection. Mais ça, c'est une partie boutique comme ça qu'on a créée en plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de développer en fait le catalogue d'inédits. Hein, donc les nouveaux textes, il faut absolument finir l'écriture du 102, qui sera probablement le titre provisoire, ce sera peut-être La Star au Godemiché. Alors là, ça va se passer à Hollywood dans les années 40. Est-ce que tu devrais intégrer d'autres auteurs, réels auteurs, je dirais pas d'autres pseudonymes? Est-ce que tu te verrais, toi, fédérer autour de toi d'autres auteurs, hein, comme peut-être Paul Guérard l'a fait? Ou est-ce que c'est un projet qui t'appartient trop? Non, mais j'ai quand même l'impression de gérer une épicerie fine. Je veux dire par là que bon, c'est des exemplaires qui sont à faible tirage, hein, on en fait quand même 500. D'ailleurs, idéalement, je voudrais en faire moins. Je voudrais faire des tirages encore plus bas, mais tout en restant en offset, puisque ce sont des livres en offset. Je voulais absolument cet aspect un peu, disons, luxueux. Donc, si je pouvais en faire que 300, c'est une économie de niche qui peut rendre très difficile d'avoir des auteurs. D'autres auteurs sur ce même projet. Parce que il est clair que c'est la passion qui m'anime à... Donc on ne regarde pas le temps, rien n'est budgété en fait, hein. L'objectif pour toi n'est pas de faire de l'argent là quelque Non, part. j'ai l'impression, je crois que c'est impossible même. On ne peut pas avoir le même nombre de lecteurs, ou alors on l'a forcément par Internet. Si tout ça était en accès libre sur Internet, beaucoup plus de gens liraient la Select Bibliothèque, enfin je veux dire la nouvelle Select. Maintenant... Parce que tu les imprimes qu'en format papier? Oui. Tu fais pas d'e-book? Non. J'ai peut-être tort parce que j'imagine que Paul Guérard, s'il renaissait aujourd'hui, il ferait feu de tout bois. Et bon, d'ailleurs, il est mort en 1968. Je me suis toujours demandé ce qu'il a pu faire entre 39 et 68. Comment cet homme qui a passé toute sa vie de la fin du 19e siècle, date de ses premiers écrits jusqu'à 39, il n'a pas arrêté d'écrire. Enfin, si c'est vraiment lui qui a écrit toutes les Selects. Oui, si c'est lui qui a écrit les 98 les volumes. Oui. Mais je sais qu'il a lui-même écrit plein de choses. Hein. Oui. Pourquoi diable s'est-il arrêté après en 39 ? Comme si tout d'un coup tout s'était tari. Est-ce qu'il aurait écrit des livres sous pseudonyme, encore d'autres pseudonymes dans une littérature qui là était sous le manteau, d'une littérature plus pornographique? Je ne sais pas. Oui, parce qu'il faut le dire, après-guerre, la liberté d'expression, c'est plus la même. Hein. Non. Certains de ces romans qui étaient en vente libre dans les années 30 se sont retrouvés condamnés pour outrage aux bonnes mœurs après-guerre. Ouais.
Alors que c'était des romans en accès libre dans les années 30. Ouais. Certaines sélectes ont été comme ça condamnées. On condamnait surtout des libraires qui vendaient ça sous le manteau, sous le comptoir, comme on disait. Et parmi les pièces à conviction de certains procès, il y a des sélectes qui sont brandies par le procureur comme des véritables pièces à conviction, comme regardez cette pornographie, c'est inimaginable, on attelle des gens à des carrioles, c'est assez scandaleux. Ouais. Bon. On en arrive à la fin de cette interview. Oui. Je voudrais remercier Maxime de la Musardine parce que c'est lui qui m'a parlé de toi. Bien sûr, c'est même un de mes lecteurs. Et un vendeur émérite, parce qu'il fait toujours du réassort, donc ça c'est vraiment très très bien. Et puis je voudrais te remercier toi évidemment de m'avoir reçu dans ton antre, oui. Sacré antre. Oui. Avec on y ressort indemne. Oui. On en ressort indemne. Mais oui. Pas sûr, hein, quand on voit tout ça, on a envie de s'intéresser à quelque chose qu'on n'a pas forcément connu avant d'entrer. Bon, je te remercie en tout cas. Merci beaucoup, Steve.